Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais commencer par vous présenter ce que j'entends par e-learning avant de rentrer plus précisément dans la question d'efficacité. Et je finirai sur les conditions en fait, qui me semblent à mettre en œuvre de façon à ce que les gens acceptent ou pas utiliser les technologies en général et évidemment le e-learning en particulier. Alors le e-learning, il y a beaucoup de vocables en fait, qui sont utilisés, beaucoup de termes qui sont utilisés pour définir ce qu'est le e-learning. Donc j'en ai repris quelques-uns. J'en oublie un principal dont on a parlé dans le review, c'est effectivement FOAD, formation ouverte et à distance. C'est vrai que le terme FOAD, je dirais historiquement, est pratiquement le premier à avoir été utilisé dans le cadre du e-learning. À l'heure actuelle, c'est le terme du e-learning qui s'impose quand même de plus en plus. Tous ces termes-là, finalement, recouvrant une même réalité, c'est l'utilisation des technologies pour apprendre. Ces technologies-là, historiquement, c'était des didacticiels, et puis c'est devenu du multimédia, et puis c'est devenu Internet, et maintenant c'est des plateformes collaboratives en ligne. Donc c'est pour ça que peu à peu, on commence à se décentrer du terme e-learning, on utilise de plus en plus volontiers le terme de e-formation, pour insister sur le fait que la question centrale, c'est plus tellement la question de savoir si on apprend en utilisant Internet, mais c'est comment on conçoit les dispositifs de formation en ligne, en fait. Alors pourquoi le e-learning? Par rapport pour s'intéresser justement à la raison d'utilisation des dispositifs en ligne, des dispositifs e-learning, il faut reprendre en fait un petit peu ce qui est les grands standards en fait de l'enseignement présentiel et les contraintes qu'il impose. Donc j'ai pris la classe ou le cours en amphi, puisque moi je suis plus un adepte des cours en amphithéâtre. Donc ça suppose ce qu'on appelle une unité de lieu et de temps, ce qui impose des contraintes en termes de gestion de temps, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez présent. C'est des cours qui ont une séquentialité, qui ont un ordre temporel dicté par d'autres facteurs que l'enseignement, c'est-à-dire l'organisation tout simplement des cours les uns derrière les autres. Ça suppose une gestion des lieux, c'est-à-dire des déplacements des uns et des autres, qui dépend aussi de la géographie. Vous n'allez pas pouvoir faire cours d'un bout à l'autre de la France, où forcément il y a une unité de lieu qui s'installe, forcément le lieu impose une taille, vous ne pouvez pas faire cours à 2000 personnes en même temps, etc. etc. En ce qui concerne en tout cas l'université, peut-être sur d'autres formes d'enseignement, c'est peut-être moins prégnant, mais c'est vrai que ça impose une focalisation davantage sur l'enseignement que sur l'apprentissage. Et effectivement, on va plus s'intéresser sur les conditions d'enseignement plutôt que sur les conditions d'apprentissage. Et quand on parle de groupe, en termes de présentiel, on parle plutôt de groupe de présent, plutôt que réellement de groupe d'apprentissage. Donc une fois qu'on a dit ça, quand on prend le e-learning, on s'aperçoit qu'avec le e-learning, ou la e-formation, on peut rompre l'unité de temps. C'est-à-dire on a la possibilité de gérer le temps un petit peu comme on le souhaite, c'est-à-dire de télécharger des documents et des médias à n'importe quel moment, en manière désynchronisée, et d'avoir surtout des échanges désynchronisés avec les mails, évidemment les forums. On peut rompre aussi l'unité de lieu, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être présent au même moment, en même temps pour apprendre. On peut télécharger des documents et des médias de n'importe quel endroit. On peut échanger depuis des lieux différents en même temps, ou non. Donc en même temps, ça va plutôt évidemment ce qu'on appelle la visioconférence. Le chat, c'est vrai qu'il est de moins en moins utilisé, mais enfin qui reste quand même présent. Et sinon, c'est encore les forums, les listes de diffusion aussi, et l'outil par excellence de désynchronisation qui est le mail. Et ça permet aussi de diffuser massivement, c'est-à-dire qu'on peut facilement diffuser une même information, mais aussi on peut diffuser une masse d'informations. C'est-à-dire qu'on peut diffuser beaucoup d'informations complexes en même temps. Genre, quand on voit un petit peu les bases de données en ligne que l'on a maintenant, on s'aperçoit que cette masse d'informations, on a tout simplement des bibliothèques en ligne. Maintenant, c'est assez formidable ce qu'on peut avoir comme masse d'informations en ligne. Donc ça suppose là, par contre, d'avoir une base de données de façon à pouvoir indexer et retrouver de l'information. Évidemment, ça permet facilement, sans aucune difficulté, de répliquer des documents sans aucune limite, sans aucun problème de coût, ce qu'on peut avoir effectivement en présentiel. Et ça pourrait permettre aussi, je mets au conditionnel, on y reviendra par la suite, puisque finalement, quand on parle d'efficacité de la formation, on s'intéresse plutôt à l'apprentissage. Ça pourrait permettre d'améliorer l'apprentissage en termes, par exemple, de facilité d'accès à l'information, en termes d'individualisation,
mais aussi en termes, l'individualisation a un impact sur le rythme d'apprentissage, sur que l'apprenant peut aller au rythme qu'il le souhaite, et aussi en termes de support, puisque finalement on peut apprendre sur de multiples supports beaucoup plus facilement que ce qu'on peut avoir en présentiel. Donc tout ça, ça permet déjà d'entrevoir les différents paramètres que j'appelais les paramètres du e-learning, enfin, qui reprennent finalement ce que je vous ai donné, mais qui ont le mérite de les clarifier. Donc il y en a 5 paramètres du e-learning que je vais vous exposer maintenant. Donc le premier paramètre sur lequel on peut jouer lorsqu'on est en e-learning, c'est paramètre synchrone-asynchrone. Donc il y a une petite définition. 2 événements sont synchrones lorsqu'ils se déroulent en même temps, et asynchrones lorsqu'ils se produisent des moments différents. Si on donne un exemple sur les événements synchrone-asynchrone, en termes de dispositifs techniques, c'est bien évidemment le chat, la visioconférence. En termes de dispositifs pédagogiques, c'est du présentiel avec les TIS, ce qu'on va effectivement appeler du mixte ou du blended, j'y reviendrai par la suite. Vous appelez ça de l'hybride. Ça peut être des stages en ligne aussi, et ça peut être bien évidemment les classes virtuelles qui sont synchrones. En asynchrone, on a les dispositifs techniques type forum, FAQ, c'est-à-dire foire aux questions en français, mail, et aussi les téléchargements de documents en ligne. Et en termes de dispositifs pédagogiques, ça donne effectivement tous les modules pédagogiques que l'on peut télécharger à n'importe quel moment. Voilà pour le premier critère. Deuxième critère sur lequel on peut jouer sur le e-learning, c'est individuel ou en groupe. Donc j'ai fait une petite flèche pour représenter ce que ça veut dire. Donc c'est là où on va retrouver différentes formes pédagogiques de e-learning. Lorsqu'on est seul, on parlera plutôt de e-training à ce moment-là. C'est aussi de solo formation, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de télécharger des ressources, mais à vous, à charge de les utiliser comme bon vous semble, sans forcément dispositif pédagogique. Après, on aura le e-learning qui est censé être un dispositif d'accompagnement, à minima. Et donc, c'est là, dans ce cadre-là, qu'on parlera d'auto-formation. Ça ne veut pas dire qu'on est seul, forcément, dans l'auto-formation. On peut avoir des tuteurs ou des accompagnateurs qui vont permettre de suivre l'apprenant, j'y reviendrai. Et sur les formes les plus élaborées, on aura la collaboration, la coopération. Et on parlera plutôt dans ce cadre-là, effectivement, de e-teaching, c'est-à-dire d'enseignement en ligne, où là, on a un véritable accompagnement en groupe pédagogique. Donc, en termes individuels, c'est là on va retrouver le e-training. Donc, c'est globalement les modules de formation que vous faites en ligne, type didacticiel en ligne, par exemple, tutoriel en ligne, qui peuvent être plus ou moins élaborés. Ça peut être aussi simplement des documents à télécharger tout seul, selon la disponibilité d'une base de données, par exemple. Si vous avez un dispositif de formation, ça donne de l'auto-formation. C'est-à-dire que là, vous avez un réel dispositif de formation qui accompagne votre apprentissage, qui est structuré, je vais y revenir tout de suite. Et si vous n'avez aucun dispositif de formation, c'est ce qu'on appelle la solo-formation, justement ce qui va le distinguer de l'auto-formation. La solo-formation, vous n'avez absolument rien. Vous avez simplement des documents qui sont mis à disposition, et c'est à vous de les télécharger. L'auto-formation, pour vraiment qualifier un dispositif d'auto-formation, donc là je m'appuie bien évidemment sur les travaux de Philippe Carré, qui a bien balisé finalement ce qu'était l'auto-formation, à quelles conditions on peut vraiment parler d'auto-formation, et si ces conditions ne sont pas remplies, on parlera plutôt de solo-formation. Donc là, les conditions qui doivent être remplies pour parler vraiment d'auto-formation, c'est d'une part d'avoir un projet personnel, d'autre part de l'existence d'une procédure de contractualisation pédagogique, donc par exemple le fait de passer de s'intéresser dans un parcours pédagogique pour un diplôme ou pour un cursus donné. Une formation méthodologique à l'autorégulation des apprentissages, effectivement c'est un point qui est... Alors sur l'auto-formation c'était déjà assez central, sur le e-learning ça devient carrément crucial, puisque on sait très bien que les processus d'autorégulation des apprentissages sont fortement bousculés lorsque vous apprenez en ligne. Vous avez une gestion du temps qui est extrêmement difficile, vous avez une gestion des impératifs qui est extrêmement bousculée aussi, vous avez une mauvaise vision de ce que vous devez apprendre, de la qualité de vos apprentissages, puisque vous n'avez plus de retour, vous n'avez plus de feedback. Donc il est effectivement nécessaire de prodiguer un enseignement qui est davantage centré. Enfin, il faut que les individus aient de l'information, au moins sur des processus minimums d'autorégulation, s'ils sont tout seuls. La mise en place d'environnements de formation ouverts, c'est-à-dire une formation où vous pouvez rentrer et sortir quand vous voulez, c'est l'idéal.
un élargissement du rôle de formateur à celui de facilitateur, puisqu'on est bien en auto-formation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus question d'avoir un enseignant comme on a en face à face. On va se former tout seul, mais ce n'est pas pour autant que si on se forme tout seul, on le fait, comme dit Philippe Carré, sans les autres. C'est-à-dire qu'on a effectivement quelqu'un qui va faciliter cet apprentissage. Une pratique de l'alternance, une pratique réflexive entre l'individuel et les pratiques collectives, c'est-à-dire que c'est pareil, on peut très bien dans le cas d'auto-formation avoir des groupes d'apprentissage dans lesquels on apprend avec d'autres. C'est-à-dire qu'on a appris à gérer, appris à reconnaître qu'il y a des groupes d'apprentissage en ligne et pouvoir les utiliser correctement. Et un suivi organisé au niveau individuel du groupe et aussi institutionnel. Alors c'est vrai que ce n'est pas très développé sur les plateformes techniques, malheureusement pour l'instant, mais ça serait des outils qui seraient justement à développer, qui permettraient facilement aux apprenants de gérer leur temps de formation, du temps qu'il leur resterait à avoir, et de savoir effectivement le temps qu'ils passent sur ces outils en ligne. En groupe maintenant, alors en sachant que la définition du groupe de formation nous pose d'emblée un problème, puisque c'est vrai qu'on peut très bien avoir une somme d'individus qui ne se connaissent pas. C'est ce qui se passe en amphithéâtre en fait. Lorsqu'on fait des cours en amphi, on a une somme d'individus. Est-ce qu'on va parler pour autant d'un groupe de formation? En fait, pour qu'on ait vraiment un groupe de formation, il faut qu'on ait un partage. Alors évidemment, on a l'impression que quand on partage un même lieu géographique, on a un groupe. Pas forcément, on peut très bien être tout seul au milieu d'un amphi. C'est pour ça qu'on va plutôt parler d'un groupe de formation lorsqu'on partagera un même objectif ou une même activité pédagogique. Qui vont se réaliser. Alors après, il y a des dispositifs qui sont un petit peu différents en fonction, on parlera collaboration, coopération. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ça suppose une interaction. Si évidemment vous avez un groupe, ça veut dire que vous pouvez interagir. S'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de groupe non plus. Donc c'est assez facile de le voir sur les forums, par exemple. Si vous voyez que le forum ne fonctionne pas, même si le groupe est possible, vous n'avez pas de groupe en fait qui est créé. Donc les forums ou les mails, et aussi en apprentissage synchro au niveau des classes virtuelles. Troisième critère, présentiel ou à distance. Donc on a l'enseignement totalement à distance et totalement e-learning, ce qu'on a déjà appelé le mode mix, vous appelez le mode hybride, et effectivement le présentiel, avec 5 exemples de pédagogie que j'ai repris en fait d'un document qui s'appelle Compétis, qui décline, qui m'a semblé très intéressant au niveau pédagogique. Donc la distance, quand on est en e-learning, pose un petit souci en termes de définition. Parce qu'en fait, quand vous êtes en présentiel, vous définissez la distance par rapport au formateur. Quand vous êtes en e-learning, par quoi vous pouvez définir la distance en sachant que si vous avez simplement un tutoriel, un didacticiel, vous êtes forcément à distance du coup. Donc la distance, quand on est en e-learning, on va la définir par rapport au lieu de formation. Et quand on ne pas, enfin vraiment l'adéquation à éviter, c'est de faire un parallèle immédiat et systématique entre e-learning et formation à distance, puisque effectivement le e-learning n'est pas forcément à distance, on peut avoir du e-learning totalement en présentiel. Donc c'est ça les différents points du rapport que j'ai pris dans le rapport Compétis. On a ce qu'ils ont appelé le présentiel enrichi par le multimédia, c'est ce que je suis en train de faire en fait. On peut aller plus loin si vous aviez des documents à disposition sur les différents postes qui sont là. Présentiel amélioré, c'est-à-dire qu'on a vous donne des informations en amont et en aval, donc par mail par exemple, ou des documents téléchargés, et par exemple des rendus que vous auriez à faire après la séance de présentiel. Donc là, vous voyez, on reste finalement dans l'enseignement en présentiel, mais on utilise le e-learning pour enrichir le présentiel, ou pour l'améliorer. Et puis après, là, on va commencer à entrer en distance avec le présentiel dit allégé, où là, on va commencer à prévoir une formation qui va être entre les deux. Le présentiel réduit, où là, on verse fortement dans l'enseignement à distance. Et le présentiel qui est inexistant, là, c'est vraiment de la formation à distance. Ouverture, fermeture, c'est un terme qui est très polysémique. Lorsqu'on parle de formation ouverte et à distance, moi je l'ai restreint finalement à une acceptation. J'ai dit que je considérais qu'un enseignement était ouvert lorsque l'apprenant pouvait commencer et finir quand il le souhaitait. Et enfin, dernier critère, flexible, rigide, qui généralement est repris en fait dans ouverture. En fait. Quand on parle d'ouverture, on prend aussi flexible, rigide en même temps.
La flexibilité, donc, c'est le fait que le e-learning peut facilement s'adapter aux besoins de l'apprenant. Donc, en termes de parcours de formation, en termes de choix, en fait, de dispositifs pédagogiques. Et donc, surtout, s'adapte au projet spécifique de chaque individu. Une formation flexible suppose une formation à minima conçue en module. Sinon, on va avoir du mal à la rendre flexible. Donc ça suppose déjà une ingénierie pédagogique particulière, c'est ça que je veux dire, quoi, qui doit forcément être créée si on veut avoir une formation flexible. Et après, se pose la question de la façon dont est opéré ce choix. Soit c'est par l'individu, soit c'est en termes de parcours de formation. On va rendre flexible finalement, on peut certains parcours et pas forcément les modules. Après, et on va les rendre flexibles au niveau en termes de mise à disposition d'un parcours en fonction d'un niveau donné que vous avez au préalable, ou bien en fonction du choix vraiment que va avoir l'individu. Et donc la rigidité du parcours est d'autant moins forte que le parcours peut s'individualiser. Donc je résume les 5 paramètres. Asynchrone, synchrone, individuel en groupe, distance présentielle, ouverture, fermeture et flexible, rigide. Donc voilà les 5 paramètres sur lesquels on peut jouer lorsqu'on conçoit des dispositifs de formation en ligne, des dispositifs e-learning. Ça me permet d'aborder l'efficacité des technologies, puisque finalement, maintenant qu'on a abordé ça sous l'angle des dispositifs de formation, on s'aperçoit que lorsqu'on se pose la question de l'efficacité du e-learning, il faut s'interroger, il faut se demander de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'efficacité des technologies? Et à ce moment-là, de quelle technologie? Ou est-ce qu'on parle de l'efficacité du e-learning en termes de dispositifs de formation? Et donc à ce moment-là, de quel dispositif de formation? Parce que vous avez vu qu'on a 5 paramètres sur lesquels on peut jouer. Donc j'ai commencé par m'intéresser à l'efficacité des technologies. Et après, je viendrai sur l'efficacité du e-learning. Et là, on s'interrogera sur l'efficacité du e-learning. On ne pourra pas s'intéresser à tous les dispositifs de formation, c'est logique, on s'intéressera qu'à certaines formes. La question de l'efficacité des technologies n'est pas nouvelle, puisque l'informatique est utilisée pour apprendre depuis très très longtemps, depuis les années 60, voire même avant avec l'enseignement programmé, les années 50. Donc on a un recul qui commence maintenant à être suffisant. Là, on est sur ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire une recherche qui collectionne les résultats d'autres recherches. Donc là, on est sur une recherche qui a collectionné les résultats de 233 recherches sur l'utilisation de technologies en comparaison par rapport à l'efficacité de ce dispositif par rapport au présentiel. Oui, c'est ça, au cours présentiel en groupe. Et donc on s'aperçoit qu'assez systématiquement, l'utilisation des TIS, des technologies de l'information et de la communication, en enseignement, fonctionne assez bien dans le cadre des EAO, du multimédia, des tutoriels et des tutoriels avancés. On voit bien que plus on a à disposition des systèmes élaborés et intelligents, en termes de technologie, meilleur est l'apprentissage. Donc on peut dire qu'effectivement, en termes de technologie pure, ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne en termes de performance, ça fonctionne aussi en termes de temps, puisqu'on réduit le temps d'apprentissage en général. Alors attention, parce que c'est vrai que quand je dis ça, on prend quand même les études, prennent toujours soin de prendre des dispositifs quand même qui sont assez élaborés. Il est évident que on peut avoir des dispositifs techniques qui ne sont pas très élaborés, généralement ne sont pas pris dans les études. Hein. Donc on est quand même sur des techniques qui sont assez performants quand même en général. Alors pourquoi est-ce qu'on a une certaine efficacité de l'enseignement assisté par ordinateur? En fait, ce n'est pas lié forcément au mécanisme cognitif. C'est lié à 2 paramètres qui sont essentiels, dont j'ai parlé rapidement. 1, c'est l'individualisation, et 2, c'est l'interactivité. Pour comprendre pourquoi ces paramètres fonctionnent bien, je vais prendre des études qui ne parlent pas forcément des technologies. Je vais parler d'études qui sont amusées à comparer, en fait, lorsqu'un élève apprend tout seul avec un enseignant ou lorsqu'un élève apprend en groupe. Et là, je m'insère dans le cadre de ce qu'on appelle la pédagogie de la maîtrise, c'est-à-dire le temps que doit mettre un élève pour maîtriser totalement une notion ou un concept.
Donc là, c'est des études qui ont comparé en fait le ratio, le temps que mettrait un élève pour apprendre tout seul, alors que mettrait, parce qu'en fait c'est des résultats moyens, évidemment, pour apprendre un même concept, soit seul, soit en groupe. Donc ils ont pris un exemple, alors j'ai relaté plutôt un exemple sur un élève de CP, en fait il y a évidemment plusieurs exemples qui sont pris en compte, où on a l'apprentissage de mots à partir de lettres, le ratio est de 13 contre 1, c'est-à-dire qu'on met 13 fois plus de temps à apprendre en groupe, en classe, que si on est tout seul avec un enseignant. Si on a un autre exemple sur le collège, sur l'objet, sur un même objectif mathématique, on est sur 4 contre 1. Simplement pour dire que ça fluctue quand même pas mal en fonction des objectifs que l'on a et en fonction des concepts qui doivent être appris. Enfin, en général, l'individualisation permet effectivement beaucoup plus facilement d'apprendre que le collectif. Donc une des premières raisons finalement d'impact des technologies sur l'apprentissage, c'est quand vous êtes avec un ordinateur, vous êtes tout seul face à l'ordinateur. Alors même si ce n'est pas un outil aussi efficace que pourrait l'être un tuteur, parce que là on est finalement au maximum d'efficacité, c'est quand même beaucoup plus efficace que l'apprentissage que vous pourriez produire en groupe. Deuxième aspect, c'est l'interactivité. C'est-à-dire le fait que lorsque vous êtes avec un ordinateur, dès que vous faites une action, vous avez une rétroaction. Dès que vous faites une action, vous avez un feedback. Vous êtes informé finalement en permanence du résultat de votre action. Et donc c'est rapproché finalement des interactions qu'ont les enseignants, soit en classe, ou soit les interactions qu'a un tuteur avec l'élève qu'il suit. Donc là, c'est pareil, c'est une étude, et je suppose que vous pouvez avoir des résultats différents, c'est juste à titre d'exemple. Nombre de questions posées par l'enseignant, je ne sais pas quel niveau c'était, je ne me rappelle plus, je suis désolé, je crois que c'est en collège. Nombre de questions posées par l'enseignant durant une classe pendant 3 heures, en moyenne, 3. Nombre de questions posées par un étudiant durant 1 heure en classe, 0,1. Donc c'est une moyenne sur l'ensemble des apprenants. Par contre, en tutorat, on voit bien que c'est, quelle que soit la matière enseignée, l'interactivité est largement supérieure, puisqu'en méthode de recherche, c'est 21. Et sur le nombre de questions posées par l'étudiant répondues par le tuteur, et sur le nombre de questions moyennes posées par le tuteur répondues par l'étudiant, on a 117 en méthode de recherche. Donc voilà les deux explications majeures, en tout cas qui sont avancées par les différents auteurs, pour expliquer pourquoi les technologies de l'information et de la communication, pas les technologies de l'information et de la communication, les didacticiels et autres tutoriels, plus ou moins bien, comment dirais-je, qui ont une méthode pédagogique qui est quand même assez avérée, fonctionnent. Une fois qu'on a répondu à cette question, on n'a pas tout à fait répondu à la question de l'efficacité du e-learning. On a simplement s'intéressé seulement à un aspect. Donc c'est maintenant à cette question-là que je vais tenter de répondre. Alors cette question-là, je l'avais un petit peu effleuré tout à l'heure, pose la question de la comparaison. Qu'est-ce qu'on compare exactement? On compare le e-learning au présentiel, le e-learning à la distance, puisque finalement on peut faire les deux. Donc qu'est-ce qu'on compare à ce moment-là dans le e-learning? Est-ce qu'on compare du e-learning présentiel ou du e-learning à distance? Est-ce qu'on compare du e-learning à distance vis-à-vis du présentiel, etc., etc. Donc, vous voyez, on a toute une combinatoire en fonction des 5 paramètres que je vous ai donnés. Là, il n'y a que le paramètre distance qui est pris, mais on pourrait faire la même chose avec les autres, qui fait que finalement, c'est une question assez complexe. Donc, de toute façon, on sera forcément frustré pour répondre à cette question, c'est ça que je veux dire. On ne pourra finalement que comparer qu'une chose. Donc, la comparaison qui est prise en général, alors il y en a deux, mais moi, celle que j'ai prise, en tout cas, c'est la comparaison du e-learning à distance par rapport au présentiel. Mais il est vrai qu'il y a des études aussi, que je n'ai pas reportées, que je n'ai pas analysées, qui comparent les dispositifs hybrides au présentiel ou les dispositifs hybrides à la distance. Je vais l'aborder quand même par la suite. Alors pourquoi la distance ? Parce que finalement, l'enseignement à distance, alors ça ne date pas du e-learning, hein, c'est bien avant, on connaît l'enseignement à distance date du 19e siècle. Donc c'est une histoire très très ancienne. C'était à cette époque-là considéré comme un vrai progrès, puisqu'on permettait à des gens
d'apprendre très loin des universités, en sachant les contraintes qu'imposait la distance à ce moment-là, c'était un vrai progrès. Mais très vite, on s'est aperçu finalement que ce n'étaient pas des dispositifs qui donnaient d'aussi bons résultats que les dispositifs en face à face et en présentiel. Alors pourquoi? On a différentes réponses ont été apportées, différentes variables ont pu être étudiées dans ce cadre-là, en sachant que une des données sensibles en ce qui concerne l'enseignement à distance et l'échec en enseignement à distance, c'est bien évidemment le taux d'abandon, qui, on s'en aperçoit, est généralement supérieur, largement supérieur au présentiel. En sachant qu'il y a des chiffres assez farfelus qui peuvent circuler, et que c'est très difficile à estimer, puisque, évidemment, les organismes qui font la formation à distance n'ont pas trop communiqué là-dessus, quoi. On a une estimation à la louche, on va dire, qui est de 20 à 30% en comparaison du présentiel, qui semble une estimation assez raisonnable en général, en sachant qu'on n'a pas de données super précises. Il faut savoir que l'enseignement à distance, c'est un enseignement principalement universitaire. L'enseignement universitaire, par rapport à l'enseignement collège ou lycée, c'est un enseignement qui, naturellement, je dirais presque, a un taux d'abandon énorme. Donc, vous voyez, c'est un deuxième facteur qui s'ajoute. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y a un taux d'abandon énorme à distance, il faut aussi considérer que l'universitaire donne aussi un taux d'abandon qui peut être assez énorme. Donc, c'est une autre spécificité en fait, qui pourrait expliquer le taux d'abandon à distance, c'est le fait que les études qui sont reportées sont presque exclusivement des études universitaires. Autre spécificité, autre variable qui permet d'expliquer ça, c'est en général, il n'y a pas d'effort d'adaptation sur l'enseignement à distance. C'est-à-dire que quand on analyse un petit peu les programmes d'enseignement à distance par rapport au présentiel, alors là je parle vraiment de ce qui est des analyses qui datent d'avant les e-learning, hein. Je ne parle pas du e-learning du tout là. On s'aperçoit qu'il n'y a aucune adaptation par rapport au présentiel. C'est-à-dire que c'est l'enseignant simplement qui met ses cours sur papier sans chercher à se mettre à la place de l'apprenant et donc qui les transmet à distance et il n'y avait pas d'effort spécifique qui a été fait. Et puis on a une autre variable qui peut aussi expliquer ça, l'échec de l'enseignement à distance, c'est le fait que le public qui apprend à distance, c'est un public qui est différent du public qui apprend en présentiel. C'est principalement, et c'est évident, on comprend aisément, c'est un public de salariés. Et donc le public, le salarié, effectivement, ont beaucoup moins de temps que les publics de présentiel pur, qui eux, effectivement, normalement, ont que ça à faire, mais ça devient de moins en moins vrai aussi, surtout en université. Donc la comparaison que j'ai faite avec un de mes collègues a consisté à ne retenir que les études qui utilisent un groupe totalement en e-learning sans possibilité de mixer ce groupe avec du présentiel. Alors c'est pour ça qu'il fallait rentrer dans la méthodologie des différents articles. Et qui comparait ce groupe-là par rapport à un groupe totalement présentiel. Il fallait évidemment que les contenus soient totalement identiques, parce que c'est pareil, on peut avoir des comparaisons sur des contenus différents, c'est pas très intéressant non plus. On ne sait pas trop à quoi c'est dû du coup. Et j'ai retenu que les études universitaires, parce que de toute façon c'est les plus massives. Et si on commençait à faire entrer des études au collège ou au lycée, c'est plutôt au lycée d'ailleurs, c'était du coup disqualifiant. Donc les résultats sont les suivants. Si on prend toute forme de résultats, alors il y a plusieurs paramètres de comparaison qui ont été pris en compte. Il y a bien évidemment les résultats, c'est-à-dire les évaluations. Alors que ça peut être soit des tests, soit carrément les notes en fin d'année, ou en fin de semestre, puisque c'est plutôt des semestres. Mais on a également pris en compte la satisfaction des apprenants, et puis on a essayé de prendre en compte les abandons. Donc les abandons, ça a été pris en compte que dans 10 études, de même que la satisfaction en 14. Donc là, on a plus d'informations, c'était quand même sur 30 études, on avait les résultats. Et lorsque l'on regarde sur les 30 études en termes de résultats purs, finalement, le e-learning s'en sort pas trop mal. Il est équivalent au présentiel dans la plupart des cas. Il est supérieur au présentiel dans cette étude et il est inférieur au présentiel dans seulement 3 études. Donc, en termes d'efficacité, on va dire, en termes d'apprentissage, le e-learning, dans cette comparaison-là, finalement, fonctionne pas trop mal. Par contre, si on prend la satisfaction, c'est un peu différent, puisqu'on voit bien que si on a 6 études, effectivement, où le e-learning est considéré comme équivalent en termes de satisfaction au présentiel, on a 6 études aussi où le e-learning est beaucoup plus insatisfaisant que le présentiel. Donc le e-learning générerait plus d'insatisfaction, en sachant que c'est les résultats de 2006. Il faudrait refaire l'étude maintenant pour voir si c'est un peu meilleur, la technologie évoluant.
Et en termes d'abandon, bah, c'est un peu pareil, hein. On pouvait les supposer, on a plus d'abandon en e-learning et moins d'abandon généralement en présentiel. Si on prend un petit peu en compte les pédagogies sous-jacentes au e-learning, donc là on est sur une comparaison qui a fait un petit peu la même chose que la mienne, qui est un peu plus ancienne, donc qui est encore sur les technologies encore un peu plus frustres que celles qu'on utilise maintenant, et qui est sur ce qu'on appelle l'apprentissage asynchrone en réseau, c'est-à-dire principalement l'apprentissage qui repose sur des forums de discussion ou sur des listes de diffusion. Donc là, il y a différents critères qui ont été pris, je ne vais pas rentrer dans le détail. Globalement, lorsqu'on prend en compte la pédagogie, là pour cette étude-là, le fait d'apprendre de façon asynchrone en réseau donne de meilleurs résultats que le fait d'apprendre en présentiel. Donc je vais pas rentrer ça, c'est les détails un petit détail des résultats que j'ai pris en compte. Alors j'ai fait une autre étude un peu plus récemment, où là je n'ai pas comparé différentes études, mais où j'ai profité du fait que j'étais directeur d'un centre de l'enseignement pour pouvoir récupérer les résultats sur deux grosses disciplines qui étaient enseignées dans ce centre-là, l'histoire de l'art et les sciences de l'éducation. Donc c'est une étude qui porte par questionnaire et qui porte sur environ 700 étudiants qui sont répartis à peu près également, enfin il y a un peu plus d'étudiants en sciences de l'éducation, entre l'histoire de l'art et les sciences de l'éducation. Mais enfin, quand on compare deux disciplines, on ne compare pas forcément exactement la même chose. C'est pour ça que je tiens tout de suite à vous alerter qu'en histoire de l'art, c'est des licences 1, 2 et 3, alors qu'en sciences de l'éducation, c'est que des L3 et des M1. Donc vous voyez, on ne compare pas exactement les mêmes niveaux, ce qui pose problème. Donc c'est toujours le problème des comparaisons. Il faut savoir que les comparaisons ne sont pas strictement équivalentes. Et ces dispositifs, en fait, étaient enseignés, donnés à 4 modalités d'enseignement, soit du présentiel, soit de la distance papier. Ça existait encore à cette époque. Je pense que ça n'existe plus maintenant. C'était l'occasion, justement, ça doit être les dernières années où ça existe encore. La distance e-learning. Je parle du centre de l'enseignement, hein, je ne sais pas, ailleurs je pense que ça existe encore. Et aussi du présentiel amélioré ou augmenté. Alors, une petite idée en fait des caractéristiques de ces 4 modes, de ces 4 modalités. En présentiel, donc c'est du présentiel, hein, les étudiants suivent leur cours en intégralité devant l'enseignant. Distance papier, là c'est l'enseignement à distance, celle qu'on connaît tous, donc c'est en suivi postal en fait, on envoie par la poste. En sachant quand même qu'il y a une différence entre l'histoire de l'art et les sciences de l'éducation, puisque l'histoire de l'art, les étudiants, lorsqu'ils prennent l'enseignement à distance papier, ils prennent tout leur enseignement comme ça, ils n'ont pas possibilité de moduler, il n'y a pas de flexibilité, alors qu'il y a une flexibilité en sciences de l'éducation. Distance e-learning, c'est la même chose, c'est la même cours, sauf qu'ils sont mis, c'est exactement la même cours en plus, c'est pour ça que c'est intéressant de comparer, sauf qu'ils sont mis cette fois sous forme e-learning. Et présentiel augmenté, c'est une forme pédagogique qui a été faite sur un petit groupe en sciences de l'éducation, où on avait un mode mixte en fait, hein, on mixait en fait le présentiel et la distance. Voilà un petit peu les moyennes de nos examens. Donc j'ai détaillé par rapport aux différentes années. Donc, assez classiquement, effectivement, on a un échec massif en première et deuxième année, on le sait en université, c'est pour ça qu'on a des moyennes qui sont aussi faibles. Alors, on a que l'histoire de l'art, mais si on prenait d'autres disciplines, ça pourrait même être pire, malheureusement. L'écart type est important, il y a une grosse distribution, c'est-à-dire que vous avez des gens en fait qui échouent fortement, mais vous avez des gens aussi qui réussissent très brillamment, c'est-à-dire qu'on a vraiment les deux, c'est pour ça qu'on a une fluctuation d'échantillonnage qui est assez important. Par contre, en licence 3, ça commence à se tasser, vous avez un écart type qui est beaucoup plus faible, et vous avez des moyennes qui sont beaucoup plus hautes, quelle que soit la discipline. Bon, c'est un peu meilleur en sciences d'éducation, mais en histoire de l'art aussi, ça commence à devenir très bon. Et ça continue après en master. Voilà, ça pour les examens. Alors maintenant, ce qui nous intéresse réellement, c'est qu'est-ce qui se passe en fonction des modalités. Si on prend le présentiel, le taux de réussite global, hein, quelles que soient les années, d'accord, sur l'échantillon que l'on avait, c'était 70%. En sachant qu'on a un biais au niveau de l'échantillonnage, puisque les étudiants qui abandonnent, évidemment répondent beaucoup moins au questionnaire. Donc on a un petit biais à ce niveau-là. Donc sur les gens qui ont répondu, présentiel uniquement à 70% qui réussissent.
Distance papier, 32% de réussite. Distance e-learning, 63%. Et présentiel amélioré, donc mode mixte, 92%. Donc c'est sans appel. Hein, la distance papier était vraiment, enfin conformément à ce à quoi on pouvait s'attendre, était vraiment un mode assez rédhibitoire. Et on constate assez joyeusement que le e-learning effectivement est un peu meilleur, même s'il n'est pas aussi bon quand même que le présentiel uniquement, quoi. Et on s'aperçoit que le mix est un peu meilleur. Enfin, c'est pareil, c'est un mix particulier, il n'y a que 15 étudiants, donc il ne faut pas trop non plus tirer des plans sur la comète. En général, effectivement, c'est un peu meilleur quand même que le e-learning pur, mais enfin, sur le distant, mais c'est lié à différents paramètres. Maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail, en termes d'abandon, on rejoint les mêmes résultats. La distance papier donne lieu à 53% d'abandon, alors qu'on est à 15% uniquement en présentiel, mais on a aussi un fort taux d'abandon en e-learning. Et si on rentre encore davantage dans le détail, si on prend les admis, cette fois en fonction des disciplines, en histoire de l'art, en sciences d'éducation, on s'aperçoit qu'en histoire de l'art, finalement, on a des résultats qui sont finalement d'une autre tonalité par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque le e-learning donne un taux d'admis finalement encore plus faible que la distance papier. Donc là, c'est interrogeant. En fait, effectivement, là où ça fonctionne assez bien, c'est plutôt en sciences d'éducation. Les sciences d'éducation ont un taux d'admis qui est pratiquement équivalent au présentiel, qui n'est pas très loin du présentiel. Donc finalement, quand j'ai dit tout à l'heure que le e-learning fonctionnait pratiquement aussi bien que le présentiel, c'est parce que en fait, c'était lié principalement aux sciences de l'éducation. Non, en fait, ils n'en faisaient pas, eux. En histoire de l'art, ils ne faisaient pas de présentiel. En fait, le seul groupe de présentiel amélioré augmenté que l'on avait, c'était un groupe de sciences d'éducation. C'était que 15 étudiants, en fait. C'est pour ça. Alors pourquoi donc une tentative d'explication de cette différence entre ces deux disciplines-là. Le dispositif d'histoire de l'art, en fait, c'est un dispositif qui ne faisait pas du tout de modification pédagogique pour s'adapter au e-learning, en fait, qui était une simple réplique papier de son dispositif e-learning était une simple réplique papier de son dispositif, enfin une simple réplique de son dispositif papier, excusez-moi. Donc très peu d'adaptation spécifique, très peu d'utilisation des forums, peu d'adaptation pédagogique. C'est un dispositif qui n'admettait aucune flexibilité, puisque je dis que quand on prenait, en étant d'histoire de l'art, on devait être obligé de prendre tout papier, tout e-learning et tout présentiel. Il n'y avait pas de possibilité d'être flexible du tout. On ne s'adaptait pas du tout aux besoins de l'apprenant. Et si on compare par rapport aux sciences d'éducation, on s'aperçoit que les sciences d'éducation, eux, par contre, ont adapté leurs cours pour les mettre en ligne, utilisaient assez massivement les forums, mettaient en place des travaux, des groupes de formation en ligne, et surtout introduisaient une flexibilité, puisque là, quand on était en sciences d'éducation, on pouvait en fait piquer les unités qui nous intéressaient en fonction. On pouvait mixer, si on voulait, du présentiel avec du e-learning, un module présentiel, un module e-learning, et même si on voulait un module sur papier, quoi. Ce que personne ne faisait, c'est généralement e-learning présentiel, enfin, tout était possible. Donc, conclusion de tout ça, il semblerait que finalement, quand on dit que le e-learning peut effectivement fonctionner, donner d'aussi bonnes performances que le présentiel, il semblerait quand même que ça soit lié quand même fortement aux modalités pédagogiques qui sont mises en place. Mais évidemment, aux études complémentaires seraient nécessaires. Ce que je vous ai dit là, sur les comparaisons sciences d'éducation et histoire de l'art, c'est juste des constats, je dirais, factuels. Il faudrait évidemment creuser avec des analyses beaucoup plus précises. Mais on peut dire quand même, et il y a de nombreuses études le montrent, que le e-learning peut être équivalent au présentiel, comme le montrent de nombreuses études, enfin l'étude précédente en tout cas le montrait, et peut même dans certains cas dépasser le présentiel. Donc la question de l'efficacité du e-learning ne se pose qu'à l'aune de l'efficacité d'un bon dispositif pédagogique aussi. Dernier point que je vais aborder, je ne sais pas combien de temps il me reste. Une demi-heure, c'est parfait, comme ça on aura le temps des échanges. Dernier point que je voudrais aborder, quand je parlais de dispositifs e-learning, si effectivement on peut s'apercevoir ces dispositifs qui potentiellement peuvent donner d'aussi bons résultats que les dispositifs présentiels, ces dispositifs quand même qui ont du mal à être utilisés, d'une part par les apprenants certes, mais encore c'est de moins en moins vrai, mais aussi d'autre part par les enseignants.
En fait, cette question d'utilisation des dispositifs e-learning pose une question un peu plus ancienne, qui revient d'autant plus d'actualité, qui est la question de l'acceptation des technologies. On a un modèle en fait qui permet de penser à quelles conditions l'utilisation des technologies peut être acceptée. C'est des modèles en fait qui n'ont pas du tout été testés au préalable sur e-learning. C'est des modèles qui ont été testés en fait dans le tertiaire, qui étaient les premières industries qui ont mis en place en fait qui ont utilisé l'informatique, qui ont mis en place des dispositifs informatiques pour leurs salariés, et qui sont très vite aperçus que l'efficacité et le rendement de leurs dispositifs informatiques dépendaient principalement finalement de l'utilisation ou non de ces dispositifs informatiques. C'est-à-dire qu'effectivement, un dispositif informatique qui n'était pas utilisé donnait d'assez médiocres rendements derrière, quoi. Et donc la question s'est déportée très vite sur l'efficacité en tant que telle des dispositifs informatiques aux conditions d'utilisation par les salariés de ces mêmes dispositifs informatiques. Et c'est là où on a vu émerger des modèles qui expliquaient à quelles conditions finalement des gens acceptaient d'utiliser ou non ces dispositifs informatiques. Très vite, on a identifié deux grandes causes, deux grandes variables qui expliquent pourquoi les gens utilisent ou pas les dispositifs informatiques. Variable cruciale, si vous voulez. Ces deux variables sont d'une part l'utilité perçue, c'est-à-dire globalement, de la définition que je donne, c'est est-ce que ça me sert à quelque chose ou pas. Deuxième variable, ce qu'on appelle la facilité d'usage. C'est-à-dire globalement, est-ce que je peux facilement utiliser ou pas ces technologies. Et la réponse qui est apportée par les salariés d'entreprise à ces deux questions, effectivement, est totalement déterminante sur l'utilisation des technologies. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'on utilise en fait ce qu'on appelle le modèle du TAM. Vous avez l'utilité perçue, la facilité d'usage en fait, qui impacte l'utilité perçue, qui impacte l'attitude que vous avez envers les technologies, qui impacte elle-même l'intention que vous avez d'utiliser les technologies et qui elle-même impacte l'utilisation effective des technologies. Je tiens à préciser que tout ça, c'est des techniques par questionnaire. Donc c'est des questionnaires, en fait, vous répondez normalement assez rapidement, qui permettent facilement en fait, de savoir effectivement si vous avez l'intention ou pas d'utiliser les technologies. Et on a tout un tas de variables externes qui impactent l'utilité perçue et la facilité d'usage. Bien évidemment, ce modèle-là a été réutilisé dans le cadre du e-learning pour savoir si les gens acceptaient ou pas d'utiliser les dispositifs e-learning. Et on s'est aperçu qu'on avait un certain nombre de variables externes qui est en mesure d'influencer le choix ou non d'utiliser le e-learning. Je vous ai cité 5 variables qui sont visiblement assez intéressantes à connaître. D'une part, ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire, est-ce que je me sens en mesure, je me sens capable d'utiliser des technologies. Le plaisir d'utiliser les technologies, alors qu'il y a des gens qui prennent plaisir à utiliser les technologies, donc effectivement, ils vont plus facilement les utiliser. Donc ça impacte ce qu'on appelle l'utilité perçue. L'expérience de l'utilisation des technologies, c'est-à-dire que plus vous avez d'expérience à utiliser ou pas les technologies, ça va évidemment impacter. Ce qu'on confond souvent avec l'âge, vous pouvez être âgé, avoir une grande expérience dans les technologies et donc utiliser facilement les technologies aussi. Lorsqu'on est dans le cas du e-learning, plus spécifiquement, le support fourni par les enseignants, c'est-à-dire que plus les enseignants fournissent de support, plus les apprenants vont utiliser les technologies. Et bien évidemment, on s'en doutait aussi un petit peu, la qualité du dispositif technique. Effectivement, un dispositif technique de mauvaise qualité, c'est assez rédhibitoire, et les gens vont assez peu l'utiliser. J'ai mené une étude avec un collègue en sciences d'éducation sur à peu près 200 étudiants, où j'ai voulu tester ce modèle-là pour voir un petit peu ce que ça donnait. Avec un e-learning totalement à distance, comparé à des modules qui sont totalement présentiels. C'est donc une formation totalement modulaire, où les étudiants peuvent choisir, comme ils le souhaitent, les modules soit en présentiel, ou des modules totalement à distance. La variable externe qui a été testée ici, c'est ce que j'appelais la flexibilité perçue des cours sur site. C'est-à-dire que l'hypothèse, c'est que finalement, le choix d'utiliser le e-learning, ce qui va avoir beaucoup d'impact sur l'utilité perçue, c'est le fait que l'étudiant perçoive s'il lui est facile ou non de suivre ses cours en présentiel. C'est-à-dire s'il a finalement assez de temps, s'il a la disponibilité nécessaire, et puis aussi, vous savez, on est sur des formations universitaires qui sont très modularisées. Et le problème de la modularisation, c'est que vous pouvez avoir des cours qui se déroulent en parallèle.
Et donc le problème, c'est que, ou bien qu'ils se déroulent dans des lieux très différents au même moment. Enfin, vous voyez, ça va des moments très courts. Donc du coup, on peut avoir des problèmes de disponibilité. C'est-à-dire que vous seriez intéressé par tel cours, mais malheureusement, il se déroule trop loin au moment où vous avez un autre cours qui se termine. Donc, l'hypothèse, c'est de savoir si cette flexibilité des cours en présentiel allait avoir un impact sur l'utilité perçue et sur la facilité d'usage. Et bien évidemment, c'est le cas. Puisqu'on s'aperçoit que l'impact, le choix d'utiliser ou non des technologies est principalement impacté par cette flexibilité-là. Ces flexibilités-là impactent l'utilité perçue, et l'utilité perçue également impacte le choix, mais finalement, ce qui a le plus d'impact dans tout ça, c'est bien cette flexibilité d'usage. Donc la variable flexibilité, disponibilité soit des cours sur site, peut être une variable qui peut être intéressante à tester lorsque vous étudiez dispositif e-learning, puisque ça vous permet de savoir quel impact ça va avoir sur l'utilité perçue et donc sur le choix ou non d'utiliser ces cours.